Grégoire de Lasteyrie, bonjour. Bonjour et bienvenue. Xavier. Vous êtes aussi vice-président de la région Île-de-France, je crois, chargé des transports. Exactement. Très bien. Une réaction pour commencer à ce qui s'est passé à Washington ces dernières heures. Deux morts dans un meurtre ou un attentat antisémite au musée juif de Washington. Un suspect a été arrêté, on n'en sait pas plus. Une stupéfaction ce matin en apprenant ce double meurtre qui a clairement un caractère antisémite de ce qu'on peut en savoir aujourd'hui. J'ai une pensée évidemment pour les victimes, pour leurs familles, pour toute la communauté juive finalement ce matin qui se réveille un peu sous le choc. Cet attentat, ce meurtre, je le condamne fermement. Et je crois que absolument rien ne peut expliquer ce genre d'acte aujourd'hui. Quand on est maire d'une commune, c'est une angoisse en ce moment, protéger les lieux de la communauté juive, protéger la communauté elle-même. L'angoisse première d'un maire, c'est de s'assurer que le vivre ensemble fonctionne bien dans sa commune. Parce que le vivre ensemble, c'est le meilleur remède contre tous ces actes de haine, tous ces actes antisémites qui ont énormément augmenté ces dernières années, et quelque part, tous les actes d'agression, quelle que soit la religion. Et donc le vivre ensemble, c'est une de nos priorités extrêmement fortes à nous, les maires de France. Vous le sentez menacé dans une commune comme Palaiseau, qui n'est pas réputée pour être une commune périlleuse, dangereuse? À Palaiseau, on a beaucoup de chance. On a un dialogue interreligieux extrêmement fort. On a une amitié forte entre les différentes grandes religions. On a une tradition qui existe depuis plus d'une dizaine d'années de ce dialogue. Donc à Palaiseau, on ne se sent pas spécialement menacé. Mais quelque part, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Et je sais qu'en France, des collègues maires ne vivent pas la même situation que la mienne. On le voit à travers le rapport qui a été rendu public ces derniers jours. Il y a un entrisme islamiste à l'œuvre. Le rapport est assez inquiétant. Est-ce que vous, dans une commune, vous voyez sur des associations, sur des clubs sportifs, ce risque arriver? Ce risque, il peut arriver à n'importe quel moment. Il faut être extrêmement attentif. Il y a quelques années, il y a 8-10 ans, il y a eu un moment à risque dans la communauté musulmane de Palaiseau d'une prise de pouvoir par des islamistes. La communauté a extrêmement bien réagi et il y a une réaction auto-immune qui a exclu ces personnes dangereuses de la communauté. Et comment on fait Ça marche parce qu'il y a un dialogue fort, parce qu'il y a une confiance qui se construit avec le temps, parce qu'il y a un respect mutuel, parce qu'il y a une connaissance mutuelle. Ça demande d'avoir des responsables éclairés, des responsables religieux éclairés. C'est à la fois un travail de tous les instants, et c'est aussi une responsabilité à l'échelon national de s'assurer qu'on donne les moyens aux maires, qu'on donne les moyens aux responsables religieux d'être dans ce dialogue éclairé. Et ce que je constate, c'est qu'il y a de plus en plus de territoires en France où ce dialogue ne fonctionne pas, où l'entrisme est de plus en plus présent. Et c'est quelque chose qui, en tant que citoyen français, m'inquiète. Le débat se porte aussi sur l'enseignement de la langue arabe à l'école. Certains disent qu'il faut enseigner l'arabe à l'école pour justement l'arracher aux écoles clandestines. Et d'autres disent non. Le ministre de l'Intérieur ce matin dans Le Parisien dit non, d'abord le français. Alors, le français me semble être d'abord la langue essentielle à être enseignée à l'école. Et on voit encore trop souvent des enfants qui, à des âges, maîtrisent mal le français. À l'oral peut-être, à l'écrit souvent. Et donc là, il y a vraiment un travail essentiel à faire sur le français avant de travailler sur d'autres langues. Il n'y a pas d'opposition à travailler sur d'autres langues, c'est très important de travailler sur d'autres langues. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que le français me semble être la priorité, bien évidemment. Alors parlons un peu de vous, vice-président de la région, maire Horizon, mais vous êtes Valérie Pécresse ou vous êtes Édouard Philippe? Alors moi je soutiens Édouard Philippe dans la préparation de l'élection présidentielle de 2027. Je suis membre d'Horizon, je suis d'ailleurs secrétaire national d'Horizon en charge de la question des transports et des infrastructures. Et puis j'ai la grande chance de participer à l'exécutif de Valérie Pécresse à la région Île-de-France, comme l'ensemble des élus Horizon de la région Île-de-France. Nous travaillons en confiance avec Valérie Pécresse et je suis heureux d'être membre de son exécutif depuis 2015. Ça veut dire qu'entre Horizon, Édouard Philippe, venu lui-même de la droite républicaine, et les LR d'aujourd'hui, quelque chose peut se passer, le mélange est possible, on peut travailler ensemble. Mais on le fait déjà dans nos communes depuis des années. Moi, dans ma commune, j'ai des élus UDI, j'ai des élus qui ont été dans le parti d'Emmanuel Macron, qui le sont encore, j'ai des élus LR, j'ai des gens qui ne sont pas encartés. Le principe de l'action politique, au-delà des caricatures qu'on peut voir parfois à l'Assemblée nationale, c'est bien sûr de rassembler des gens qui pensent pas exactement pareil, mais ont envie d'aller dans la même direction. Et c'est d'ailleurs cette main tendue qu'Édouard Philippe a fait plusieurs fois aujourd'hui en expliquant que typiquement la situation politique du pays aujourd'hui nécessite d'avoir une coalition large pour pouvoir essayer de faire bouger des lignes dans un pays qui le nécessite fortement. Alors ce matin, Bruno Retailleau dans Le Parisien est interrogé sur Édouard Philippe et il dit Édouard Philippe, il veut rassembler de la gauche social-démocrate à la droite conservatrice.
ça aboutit à l'immobilisme, dit-il. Le et en même temps, c'est fini. Comment convaincre Bruno Retailleau que non, c'est pas de l'immobilisme? Aujourd'hui, ce dont je suis convaincu, c'est que, étant donné l'image de l'Assemblée nationale, si on ne parle qu'à son parti, l'immobilisme est certain. Et que donc aujourd'hui, dans le cas de figure actuel, et c'est ce que dit Édouard Philippe, aujourd'hui, vu l'Assemblée nationale, il faut élargir fortement. C'est d'ailleurs la tête du gouvernement à laquelle appartient Bruno Retailleau. Il ne parle pas que au LR, en participant à un gouvernement qui rassemble ce qu'on appelle le socle commun, avec du MoDem, avec du Renaissance, avec du Horizon, avec des ministres qui sont issus de la gauche aussi dans ce gouvernement. Donc je partage pas aujourd'hui ce que dit Bruno Retailleau. Est-ce qu'il faut dépasser le et en même temps de 2017 pour aboutir à quelque chose de plus synthétique? Le et en même temps, ça a été quelque chose qui a été très personnifié autour du président Emmanuel Macron. C'est quelque chose qui aura existé probablement sur son premier quinquennat, peut-être un petit peu sur son deuxième. Je ne vois pas comment ça lui survit. La fin du macronisme, c'est ce que disait Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement, issue des LR, dès lundi. C'est votre sentiment aussi? Ça ne survivra pas à Emmanuel Macron? Je crois que le macronisme est très lié à la personnalité assez atypique d'Emmanuel Macron, qui a su séduire les Français fortement en 2017, qui a convaincu encore une fois en 2022, peut-être un petit peu moins qu'en 2017, mais qui néanmoins a reconvaincu en 2022. Mais le macronisme, c'est quelque chose qui est très lié à sa personne. C'est d'ailleurs, ça crée des sentiments extrêmes. Certains adorent, d'autres détestent. Mais je ne vois pas comment le macronisme, au-delà de 2027, continuera à exister. Alors vous le disiez, Édouard Philippe a multiplié les mains tendues vers ses anciens amis ou ses amis actuels de LR, et notamment samedi à Marseille, les commentateurs ont noté un infléchissement vers la droite. Est-ce qu'il s'agit de se mettre en phase avec une opinion qui se droitise aussi? Je ne suis pas sûr qu'il y ait un infléchissement. Vous savez, quand Édouard Philippe est devenu Premier ministre d'Emmanuel Macron en 2017, l'une de ses premières phrases sur le perron de Matignon, c'était de dire « Je suis quelqu'un de droite, je reste un homme de droite ». Et toutes ces années, il n'a jamais dit autre chose. Le discours de samedi à Marseille était un discours fort. On a parlé de sujets autour de la justice, autour de la sécurité. C'est des thématiques qui sont parfois un petit peu plus attribuées à la droite. Mais pour autant, l'ADN d'Horizon, c'est d'être un parti de centre droit, évidemment, mais qui essaye de parler le plus largement possible aux Français, en parlant des thématiques d'éducation, par exemple, en parlant d'énormément de thématiques qui, aujourd'hui, sont au cœur de la réforme qu'on doit porter dans le pays. On reproche à Édouard Philippe, compte tenu de son passé juppéiste, d'incarner trop la rigueur, de nous proposer peut-être pour l'avenir la retraite à 67 ans, une purge des comptes publics. Est-ce que ce n'est pas un danger, cela ? Alors, moi, je ne fais pas de filiation directe entre l'un et l'autre. C'est des personnalités qui sont extrêmement différentes. Ils ont eu une amitié, certes, mais la filiation est loin d'être directe. Dans leur vision de l'État, des comptes. En revanche, une situation qui est certaine, c'est que quand chaque année vous dépensez 50% de plus que ce que vous touchez comme recette, à un moment ça ne marche pas. Et ça ne marche pas parce que vous faites porter une dette à vos enfants, que cette dette elle peut vous rattraper vous aussi d'ailleurs, même si vous ne pensez pas que à vos enfants. Et donc ce que dit fortement Édouard Philippe, c'est que pour que le modèle français puisse continuer à survivre, on a besoin de se réformer. Ces réformes, elles peuvent se faire de plein de manières différentes. Et c'est en tout cas la seule solution crédible et durable que celle qui consiste à laisser partir les dépenses à tout va et de se dire à un moment on finira par augmenter les impôts et tout se passera bien. Ça c'est vraiment la ligne rouge qu'on trace. Le rendez-vous de la présidentielle, c'est souvent un rendez-vous des promesses, voire des démagogies. Est-ce qu'un candidat de la vérité a une chance? Alors c'est ce que je crois profondément. Je crois qu'on est à un moment où il est important de dire la vérité. Il faut annoncer les choses avant pour être en capacité de les faire après. C'est le travail qu'on fait notamment sur le programme aujourd'hui. On a annoncé que un an avant la présidentielle, on commencerait à poser sur la table le programme de présidentielle pour pouvoir créer un débat autour. Ça nous semble extrêmement important pour être en capacité de réformer le pays. Mon sentiment, c'est que si on n'est pas en capacité de réformer le pays en 2027, les années qui s'annoncent vont être extrêmement difficiles pour le pays et probablement le point de non-retour pourrait être atteint. Donc le plan massif, le projet massif, nous l'aurons après les municipales, au printemps 2026. C'est ce qu'Édouard Philippe a annoncé. À partir des municipales, à partir d'avril-mai, le programme commencera à être posé sur la table. Pas 100% du programme. On aura des conventions thématiques, on aura des chapitres. Les grandes lignes, les grandes idées forces, pour notamment pouvoir débattre avec l'ensemble des Français sur ces questions-là et arriver avec un projet encore plus affiné
au moment de l'élection présidentielle de 2027. Quelle est votre stratégie pour les municipales? Être sous un drapeau horizon partout où vous pouvez, ou au contraire chercher les alliances les plus performantes afin de faire barrage à vos adversaires? L'élection municipale, c'est une alchimie très particulière, commune par commune. Il ne peut pas y avoir une stratégie unique nationale décidée à Paris qu'on développerait dans les 35 000 communes de France. Ça n'aurait aucun sens. Il y a des communes où nous avons des maires horizons qui se représentent. Évidemment, nous les soutenons. Nous avons des communes où des élus horizons participent à des exécutifs qui sont tenus par des maires qui ont d'autres étiquettes politiques, voire qui n'ont pas d'étiquette politique. Et si tout se passe bien, il n'y a pas de raison de ne pas aller les soutenir. Et puis, il y a des communes où nous partirons groupés pour essayer d'aller en conquête sur certaines villes, et peut-être que sur d'autres communes, il y aura des multiplicités de candidatures, et c'est aussi une très bonne chose. En tout cas, chaque situation se regarde individuellement, c'est le travail que nous faisons actuellement au sein du parti. Vous êtes rattrapé parfois, vous, par un découragement du maire qui, sur le terrain, peut être soumis à la vindicte de la population? À titre personnel, j'ai beaucoup d'énergie pour... faut être jeune pour faire ce métier. À ma commune de Palaiseau, il y a de nombreux projets, il y a une super équipe, on a des belles choses à faire, mais je vois autour de moi, dans le département de l'Essonne notamment, que de plus en plus de maires sont découragés, notamment parce que les contraintes sont de plus en plus fortes, parce que les exigences de la population sont de plus en plus fortes, parce que la violence, et notamment la violence des réseaux sociaux, est extrêmement dure à vivre pour les maires et pour leurs familles. Et donc je vois de plus en plus de maires qui me disent « Non mais en 2026, je ne vais pas me représenter ». Est-ce que vous avez, vous, une idée de la méthode que pourrait utiliser le Bloc central pour dégager un candidat et éviter un second tour Mélenchon-Le Pen ou Mélenchon-Bardella? Alors, je ne sais pas si c'est possible qu'il n'y ait qu'un seul candidat au en premier tout cas, tour. pas 4, sinon il n'y aura personne au second. Déjà rassemblé. Aujourd'hui, d'ailleurs, quand on commence à voir les premiers sondages, on voit que sans dispositif de sélection préalable, ça n'obère pas la capacité d'Édouard Philippe d'être présent au second tour. On parle de sondage 2 ans avant l'échéance, donc on est loin. On est très loin, les choses peuvent évoluer. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la clarté est essentielle. Et donc la clarté d'une candidature, la clarté d'un projet qui a la capacité à rassembler le plus large possible, c'est à mon avis la meilleure manière d'avoir un candidat fort en 2027 pour être présent au second tour et gagner l'élection présidentielle. Un tout dernier mot sur la recherche, c'est important à Palaiseau. Le crédit d'impôt recherche est critiqué. Vous le défendez ou vous considérez qu'il y a des abus? La France peut rester une grande puissance parce qu'elle restera une grande puissance d'innovation et une terre de recherche de premier plan à l'échelle internationale. Et en ça, l'ensemble des dispositifs qui favorisent la recherche et développement me semblent bons, en particulier le crédit impôt recherche. Donc on maintient Grégoire Delastéry, maire horizon de Palaiseau. Merci et bonne journée. Merci Christophe. Merci beaucoup Christophe. On vous retrouvera demain matin sur Radio J à 7h45. Votre invité sera Philippe Val. Radio J, retrouvez le barbier du